Leader incontesté de l'économie belge, la Société Générale sort de la Deuxième Guerre mondiale dans une position affaiblie. Affaiblie pourquoi? D'une part par le fait que le gouverneur Galopin a, disons, prôné une politique qui a provoqué un certain nombre de controverses, sans que son patriotisme ait été mis en question. Sa volonté était de maintenir la population au travail et d'assurer l'approvisionnement de la Belgique. Elle a rencontré une série d'échecs et il a poursuivi cette politique dite de moindre mal dans le but de préserver l'appareil industriel de la Belgique, alors que le gouvernement de Londres souhaitait un appui plus solide à la résistance à l'ennemi. Alors là, la controverse sur la politique Galopin est déjà un premier problème. En 1945, 46, 47, plusieurs filiales de la Générale sont traînées en justice. Comme beaucoup d'autres entreprises suspectées de collaboration économique avec l'ennemi, elles seront finalement blanchies. Mais ces procès tout de même laisseront des rides sur le visage de la vieille dame. Tous ces procès vont se terminer par des non-lieux. C'est-à-dire que finalement la politique Galopin a été cautionnée, si vous voulez, par les tribunaux. D'un autre côté, il me semble que la stratégie de la Générale et de ses filiales est inhibée immédiatement après la guerre par énormément d'autres éléments. Et c'est par exemple le danger de nationalisation de certains secteurs, comme celui de l'électricité, mais également le secteur du crédit, celui des assurances. On parle même de nationaliser l'ensemble des transports, on parle de nationaliser les charbonnages. Donc il y a là toute une série de secteurs qui sont directement menacés. Il ne faut pas oublier que le Parti communiste, pendant les premières années de l'après-guerre, participe au pouvoir, est associé au pouvoir, et il met régulièrement à son programme la nationalisation des secteurs qu'il appelle les secteurs monopolistiques, où la Générale est évidemment très très présente. Cette revendication, un syndicaliste liégeois allait la porter de toutes ses forces au sein de la FGTB, un certain André Renard. Dès 1948, il a été un des grands instigateurs de la loi portant sur la nouvelle organisation de l'économie. Il ne cessera jusqu'à sa mort en 1962 de réclamer des réformes de structure, la planification des investissements et la nationalisation des grands secteurs de l'économie, ceux-là même que contrôle pour une large part la Société Générale de Belgique. Comme à l'époque on a montré qu'une dizaine de groupes financiers, derrière lesquels se cachent à peu près 200 grandes familles, contrôlent toute l'économie, la philosophie du programme de réforme de structure, c'est dire plutôt que de laisser le pouvoir à 10 groupes financiers, donnons ce pouvoir à la population, donnons ce pouvoir aux citoyens par la voie, par exemple, d'une planification souple. Contrairement aux pays voisins, comme la France, la Belgique ne nationalisera aucun secteur de son économie. La revendication d'André Renard restera lettre morte faute de relais politique. Le Parti socialiste n'embrayera jamais, à la grande satisfaction de l'establishment économique et financier de la Générale de Belgique en particulier. Au début des années 50, par contre, c'est le charbon qui pose problème. Sa position concurrentielle commence à fléchir. L'industrie charbonnière, dont la Générale contrôle un bon tiers de la production, génère encore des bénéfices, mais elle est vétuste et morcelée, surtout dans les bassins wallons. Les investissements de modernisation n'ont pas eu lieu après la guerre, et ceux que cette industrie requiert pour s'intégrer dans le marché commun du charbon et de l'acier, créé en 1953, ne suivront pas non plus. Pendant 5 ans, la Belgique doit prendre le temps, si vous voulez, d'assainir son industrie charbonnière. Elle ne le fera pas. Les industries resteront aussi vétustes qu'auparavant. Et en 1957-58, c'est la crise alors charbonnière pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et les fermetures de charbonnage alors vont évidemment se précipiter et toucher plus particulièrement les régions sensibles comme le Borinage, comme le centre, comme la région de Charleroi et autres régions.
La Société Générale, elle agit essentiellement pour le bien-être de ses actionnaires et n'hésitera pas purement et simplement à larguer la Wallonie. La crise charbonnière suscite dans le Borinage surtout une effervescence où l'émotivité prend le pas sur les assurances officielles de reconversion. Un mouvement de grève se déclenche. Les mineurs barrent les routes de diverses manières afin de paralyser la région et de provoquer la grève générale. À Carnion, 15 000 manifestants belges et étrangers répondent à l'appel des dirigeants de la Centrale nationale des mineurs et l'Action commune socialiste, réclamant la nationalisation des mines, le retrait immédiat des mesures d'assainissement décidées, conformément au traité de la CECA par le Conseil national des charbonnages, des engagements précis et à court terme du gouvernement quant aux travaux d'infrastructure du Borinage et la mise en œuvre simultanée d'activités de remplacement. À l'issue du meeting, plusieurs centaines de manifestants marchent résolument vers Mons, où 7 des leurs ont été emmenés par la gendarmerie. Ils veulent les libérer. Non loin de la prison, ils se heurtent au barrage. Après une brève échauffourée, autopompes et gaz lacrymogènes rétablissent l'ordre. Mais la grève s'étend à plusieurs bassins charbonniers et menace d'autres secteurs industriels. Inexorablement, la crise de 1958 réduit à néant les maigres efforts engagés pour moderniser ce qui peut l'être. La politique concertée de fermeture des charbonnages wallons s'étalera sur plus de 20 ans. Au fond, à part les charbonnages, toutes les industries qui étaient implantées en Wallonie étaient viables. Pour les charbonnages, le problème est assez différent, mais là, un peu de prévoyance aurait permis de pallier le vieillissement de nos charbonnages par des entreprises nouvelles, c'est-à-dire une reconversion de l'industrie. Dans les bastions industriels de Liège et de Charleroi, la grande grève de l'hiver 60 donne toute son ampleur à l'inquiétude et à la colère ouvrière. La Wallonie s'enfonce dans un lent déclin industriel, tandis que la Flandre affirme de plus en plus sa prééminence économique. Si les affaires de la Société Générale de Belgique tournent mal en Wallonie, si le holding est la cible de critiques de plus en plus virulentes, au moins ses dirigeants peuvent-ils se consoler au vu des performances exceptionnelles des sociétés coloniales. Le Katanga, phénomène géologique, a vu naître, grâce à l'exploitation de ses richesses minérales, un complexe industriel extrêmement dynamique. Des pelles électriques arrachent sans arrêt aux mines à ciel ouvert des environs de Kolwezi non seulement un minerai de cuivre très riche, mais également d'autres métaux rares tels que le cobalt et le manganèse. L'Union minière du Haut-Katanga occupe à elle seule 21 500 Congolais et 2000 Européens. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les nombreuses filiales congolaises de la Société Générale ont connu une expansion rapide. Pour leur 50e anniversaire en 1956, elles affichent toutes un bulletin de santé éblouissant. Elles représentent encore à l'époque près de la moitié du portefeuille de la Générale. Et leurs dirigeants, ceux de l'Union minière en particulier, pèsent d'un grand poids sur les orientations stratégiques du groupe. Un géologue qui a débuté sa carrière au Kasaï dans l'exploitation du diamant était sur place. À ce moment-là, dans les années 50, avec les 10-12 millions de carats qu'on produisait, on était au-delà de 50% de la production mondiale en poids.